Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans la chronique des énergies, on va discuter de la place de l'avion dans nos sociétés. L'idée m'est venue il y a quelques semaines. Plusieurs de mes amis se sont en effet mis en tête d'organiser un week-end à Barcelone pour fêter l'anniversaire de l'un d'entre nous. On s'y voyait déjà, orteil en éventail sur la plage, patatas bravas en libre service et recharge des stocks de vitamine D bien entamés par l'hiver. Et puis, la question du trajet a pointé le bout de son nez. C'est que si on s'y prend tôt, on peut s'en sortir pour moins de 100 € l'aller-retour, nous a rappelé l'une d'entre nous. Elle nous a ensuite envoyé quelques trajets choisis dans le seul but que l'on puisse profiter au maximum de la Catalogne. C'est à ce moment que j'ai déchanté. Jusque-là, je n'avais pas compris que l'on parlait d'avion. Dissidente, j'ai donc annoncé courageusement que j'irais bien à Barcelone, mais en prenant le train ou le bus au choix. Je ne me suis permise aucune remarque, ne connaissant que trop bien l'inefficacité de la culpabilisation d'autrui dans l'engagement écologique. Pour autant, une chose bien étonnante s'est produite suite à ma prise de distance avec l'idée d'un trajet commun. D'autres destinations ont émergé, toutes accessibles rapidement en train. Le week-end s'est ainsi complètement restructuré et nous irons finalement dans l'Ain. Si je vous raconte cette anecdote, ce n'est pas uniquement pour vous faire pâlir d'envie devant mes futures escapades dans l'Ain, mais parce qu'elle révèle deux choses qui me semblent intéressantes à interroger. D'abord, la pollution engendrée par l'avion est connue, mais la démocratisation grandissante de son usage participe à en invisibiliser, ou en tout cas à en limiter la pleine considération. Ensuite, l'avion symbolise les oscillations de nos engagements personnels pour lutter contre le dérèglement climatique et cristallise un certain nombre d'injonctions avoisinant un sentiment de culpabilité fort si le pas du boycott n'est pas encore franchi. Je vous propose donc de profiter de la chronique pour se faire une piqûre de rappel quant aux implications de l'avion dans le dérèglement climatique, mais aussi pour interroger les enjeux sociaux qui s'entrechoquent autour des injonctions au refus individuel de l'avion. Et comme nous sommes ici pour parler d'énergie, nous allons surtout évoquer le responsable de la difficulté à mener individuellement un arbitrage serein entre avions et modes de transport moins polluants mais plus chers, le kérosène et son statut énergétique inédit et privilégié. Rappelons d'abord que si l'avion est de plus en plus abordable et jouit d'une croissance soutenue sans commune mesure, c'est que le secteur a été investi d'une forte concurrence en capacité de casser les prix et d'ailleurs très encouragé par les pouvoirs publics. En parallèle, la demande n'a fait qu'augmenter depuis les années 70. À partir des années 50, on note ainsi une multiplication par 25 du trafic aérien et les dernières années du XXe siècle ont à nouveau vu une augmentation par 4 du nombre de vols. En marge de cette démocratisation sans précédent de ce mode de transport, de nombreuses nuisances ont commencé à être soulignées. D'abord, les riverains des aéroports ont dénoncé la pollution sonore induite par les décollages incessants. Ensuite, le rôle joué par l'avion dans le dérèglement climatique a commencé à se savoir. Le secteur est en effet fervent participant de la pollution atmosphérique, mais aussi de l'aggravation de l'effet de serre, notamment en raison de sa dépendance au pétrole. CO2 et ozone sont ainsi massivement rejetés dans l'air par les avions et rejoints dans leur action délétère par les traînées de condensation produites par chaque passage à travers les nuages et qui piègent le rayonnement solaire et accentuent donc encore l'effet de serre. Aussi, selon une étude publiée dans la revue Atmospheric Environment, les vols en avion représentent 2,4% des émissions de CO2. Un chiffre auquel il faut ajouter les rejets liés à la production et à la distribution du kérosène. L'aviation commerciale serait ainsi responsable à hauteur de 5,1% du réchauffement climatique entre 2000 et 2018, si l'on ne se contente pas du seul indicateur du CO2 d'après Carbone 4. Diverses solutions technologiques sont d'ores et déjà explorées. Hydrogène, kérosène de synthèse produit à partir de biomasse, méthane cryogénique, mais rien pour le moment ne peut remplacer le kérosène conventionnel et est suffisamment performant pour être exploité à grande échelle. Pour le moment, la solution pour réduire l'impact environnemental de l'avion reste donc d'en réduire l'usage. Des tentatives ont en effet été réalisées du côté des logiques de compensation carbone, mais ces dernières ne suffisent pas et jouent finalement de l'inertie des pratiques polluantes et du report de l'action pour la sobriété. Alors, en ayant tout cela en tête, pourquoi l'avion conserve-t-il tout son attrait ? D'abord, les sociologues Gérard Dubé, Alain Gras et Caroline Morico nous rappellent dans une tribune publiée dans Le Monde que l'avion a été le véhicule par excellence de diffusion d'un nouvel imaginaire de maîtrise de la nature, mais aussi le promoteur de la possibilité d'échapper à sa condition d'homme pour embrasser une liberté sans frontières. Rappelons ensuite que pendant longtemps, les voyageurs qui prenaient l'avion le faisaient notamment pour le travail, ce qui les distinguait socialement. Aujourd'hui, ils continuent de se distinguer, mais par leur destination toujours plus exotique qu'ils peuvent explorer grâce à l'avion. On saisit donc ici pourquoi il est si difficile de choisir individuellement de ne pas prendre l'avion. Il symbolise une forme de réussite sociale.
En effet, le voyage, et particulièrement à l'étranger, participe d'une socialisation distinctive en permettant par exemple la transmission de savoirs avantageux, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue ou encore la découverte d'autres cultures. La diversité dans les pratiques touristiques est aussi une stratégie qui vise à augmenter son capital culturel, d'après Anne-Catherine Wagner. Mais en parallèle, on voit émerger un nouveau discours, celui d'éviter de prendre l'avion, justement pour réduire son empreinte carbone et d'investir des modes de voyage plus sobres en partant à la découverte d'environnements plus proches. Si l'on récapitule donc, on vient d'essuyer plus de 50 ans d'un discours qui martelait combien le voyage forge la jeunesse et est un indispensable si l'on veut assurer son ouverture sur le monde, mais depuis quelques années, le renoncement a le vent en poupe. Pondérons quelque peu ces observations en rappelant que seulement 11% de la population mondiale aurait pris l'avion en 2018, d'après une étude menée toujours par Atmospheric Environment. Ajoutons enfin à tout cela qu'on remarque depuis les années 80 la vivacité d'un mouvement de concentration des pratiques de voyage longue distance. Si en 81, 10% des individus les plus mobiles réservaient 30% des vols longue distance, ces mêmes personnes occupent aujourd'hui 60% des kilomètres traversés par les avions. Le nombre de voyageurs n'augmente donc pas, mais le nombre de trajets si. Aussi, on peut interroger la justesse d'un discours valorisant le boycott de l'avion, jusqu'à risquer la culpabilisation des individus, quand ce mode de déplacement concerne peu de gens dans les faits et symbolise encore une pratique élitiste. Jean-Baptiste Combi et Adrien Mallier soulignaient en effet en 2021 que le désinvestissement écologique était résultat d'une faible disponibilité de capitaux et de nouvelles perspectives économiques. Autrement dit, pour le cas qui nous occupe, quand enfin on peut se les permettre, qu'on en a rêvé et qu'en plus les billets d'avion sont de plus en plus abordables, comment se sentir concerné par les tendances de voyage local et décarboné ? Tout ceci nous permet de rendre compte que l'on ne peut pas exiger les mêmes efforts à tous les voyageurs qui osent prendre l'avion. Il semble en effet particulièrement injuste de faire peser la même responsabilité à une personne qui réserve un long courrier pour aller visiter des membres de sa famille ou un ami cher, une autre qui peut enfin s'offrir pour la première fois de sa vie un voyage dans un pays qu'elle a toujours rêvé de visiter, et enfin un individu qui sillonne l'Europe par les airs en toute saison. Les trois profils décrits ici sont particulièrement caricaturaux, j'en conviens. Mais l'exercice permet de souligner que pour réduire collectivement notre usage de l'avion, il nous faut nous armer de nuances. Allant dans ce sens, l'organisation britannique Possible publiait en 2021 un rapport qui annonçait que la fréquentation des avions allait encore augmenter de 4% chaque année à partir de 2024, et ce, notamment grâce au développement des vols dits low cost. Pour autant, le rapport marque bien la distinction sociale qu'il convient de prendre en compte lorsque l'on interroge les pratiques autour de l'aviation. Ainsi, en Angleterre, 20% des plus riches ont pris 4 fois plus l'avion que 20% des plus pauvres entre 2012 et 2018. Pour Possible, une première solution juste serait donc d'instaurer une taxe grand voyageur pour ne pénaliser que les voyageurs les plus chevronnés. Une autre piste pour encadrer la croissance du nombre de vols et ainsi endiguer une partie de la pollution induite par le secteur de l'aviation civile consiste à taxer le kérosène. Les prix seraient ainsi un peu plus élevés, ce qui permettrait d'obliger à effectuer des choix et à renoncer à l'avion au profit du train, mode de transport bien plus décarboné, pour les petits et moyens trajets notamment. Mais alors, pourquoi le kérosène n'est toujours pas taxé ? D'abord, la Convention internationale de Chicago de 1944 est souvent brandie pour justifier l'exonération fiscale dont bénéficie le kérosène. Cette dernière permet en effet d'annuler toute taxe sur les éléments présents dans les avions qui effectuent des trajets internationaux pour éviter qu'ils ne subissent de double fiscalité. Pour autant, rien n'empêche de taxer les vols intérieurs, ce que fait d'ailleurs les États-Unis, ni ceux à l'échelle de l'Union européenne. En effet, la Convention de Chicago peut être contournée par des accords bilatéraux. Plusieurs pays pourraient ainsi s'accorder pour taxer les vols assurant les ponts aériens entre eux. Et si cette décision n'est pas prise, notamment en Europe, c'est que la compétitivité des entreprises du secteur risquerait d'être quelque peu malmenée, mais aussi que l'aviation fait partie des fleurons de l'industrie européenne et jouit d'une place privilégiée en ce statut. De fait, rien ne bouge, et même Augustin de Romanet, PDG des aéroports de Paris, s'en étonne et invite les usagers à faire preuve de responsabilité par rapport à l'avion, tant que des technologies moins polluantes ne sont pas démocratisées. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.